Alors, c'est mon honneur de vous présenter, en tout cas, bienvenue à tout le monde qui est là, premièrement. C'est mon honneur de présenter nos deux conférencières qui sont vraiment des conférencières hors pair. Alors, je vous présente Dr. Marie-Pierre Carpentier, qui pratique de la médecine d'urgence en milieu académique depuis plus de 20 ans. Et nous, on est chanceux de l'avoir à Montfort depuis 2009. Elle a un intérêt particulier dans l'amélioration de la qualité des soins et elle a même complété un programme d'amélioration de la qualité et sécurité des soins en 2019 et est activement impliquée dans les initiatives d'amélioration de la qualité des soins dans le département d'urgence. Depuis le début de sa carrière, elle participe activement à l'enseignement clinique des étudiants et des résidents en médecine et elle a obtenu des postes d'enseignement à l'Université de Montréal, à McGill, à Dawson ou MMO et à l'Université d'Ottawa. En dehors de la pratique clinique, elle a travaillé à la CPM comme médecin conseil en amélioration de la pratique et en soins de santé sécuritaire de 2015 à 2020 et est actuellement évaluatrice des pairs en médecine d'urgence pour le Collège des médecins chirurgiens de l'Ontario. Alors ça, c'est notre première. Et notre deuxième invitée, c'est Mme Janie Desroches, qui est infirmière de formation et a complété un baccalauréat. Là, écoutez, là, elle a fait des choses. Un baccalauréat en soins infirmiers à l'Université de McGill il y a 15 ans, un MBA en 2011, une maîtrise en gestion de services de santé, un MHA en 2013 à l'Université d'Ottawa, durant lequel elle a fait compléter un stage à l'Organisme mondial de la santé dans le domaine de développement organisationnel. Elle aussi, on est chanceuse de l'avoir avec nous à Montfort depuis 2013 et elle occupe depuis 2020 le poste de directrice de la qualité et services d'appui aux patients. Elle a un intérêt particulier pour la qualité, l'amélioration continue et la gestion de risques. En outre, elle a complété ses formations continues de coordinateur de sécurité de patients de l'Institut canadien pour la sécurité des patients, ainsi qu'une certification en droit de la santé de l'Université York. Au cours de sa carrière, elle a participé à diverses publications et recherches, notamment axées sur les soins centrés sur le patient. Alors, c'est mon honneur, cher groupe, de vous laisser jaser, nous parler des revues de la mortalité-morbidité. À vous deux. Merci, Hélène. Alors, juste pour expliquer un peu comment, en fait, on en est venu à présenter ça aujourd'hui. Donc, au début, on nous demandait de présenter un cas peut-être de mortalité-morbidité ici au Matinée du Savoir. Puis, en regardant ça avec la direction de la qualité des risques, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire à cause de la confidentialité, puis pour plusieurs autres raisons que vous allez comprendre après cette présentation. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de faire la présentation que vous allez voir aujourd'hui, qui est plus un comment s'y prendre, donc plus un peu un guide sur comment avoir des revues de mortalité et morbidité qui sont efficaces et qui amènent vraiment un changement durable. Alors, donc, Janie et moi n'avons aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc, les objectifs aujourd'hui de la présentation, on va définir ce que c'est un incident critique. On va revoir quels sont les outils à notre disposition pour mettre sur pied une revue de cas mortalité-morbidité, encore une fois, qui a un impact significatif. On va examiner un exemple de cas de mortalité-morbidité et les recommandations qui en sont découlées. Donc, c'est un cas que nous, on avait revu, c'est basé sur un cas que nous, on avait revu à l'urgence il y a quelques années, juste pour montrer un peu ce qu'on peut en faire. Et ensuite, Janie et moi vont, surtout Janie, c'est vraiment surtout Janie qui a travaillé sur l'élaboration d'un gabarit qui pourrait être utilisé en fait par tous les départements pour la revue des cas mortalité et morbidité pour nous aider finalement à avoir des revues qui sont qui ont un impact significatif. OK. Alors, juste pour faire une mise en contexte, j'aimerais ça que vous posiez en fait les questions suivantes. Est-ce que dans votre département, il y a des présentations mortalité et morbidité qui sont faites tout court ou qui sont faites même de façon régulière? Pour ces présentations-là, comment est-ce que vous choisissez les cas? Comment est-ce que vous faites pour savoir quels sont les bons cas à présenter, puis qui les présente?
Est-ce que vos discussions, vos conclusions, vos recommandations, tout ce dont on parle pendant la revue Mortalité-Morbidité, est-ce que c'est protégé par la loi? Est-ce que c'est des discussions qui sont confidentielles? Est-ce que ça pourrait être éventuellement divulgué? Et puis, comment faites-vous pour initier le changement suite à la revue de ces cas-là? Comment vous faites pour vous assurer que les recommandations qui ressortent de vos revues mènent vraiment à un changement concret? Donc, j'aimerais juste vous parler brièvement, parce que je sais que plein de monde connaissent le cas de Hélène Bromley, mais j'aimerais ça juste en parler pour expliquer à quel point finalement une situation catastrophique peut amener des changements durables. Donc, Hélène Bromley, c'était une jeune dame de 37 ans qui est entrée en chirurgie du jour pour une chirurgie de routine au niveau des sinus. Elle habitait au Royaume-Uni. Elle avait été vue en pré-op, c'est une dame très bien, en bonne santé. Et quand elle a été induite pour l'anesthésie, on s'est rapidement rendu compte qu'on était dans une situation où on n'était pas capable de l'intuber et on n'était pas capable de la ventiler. Alors, il y avait plusieurs personnes d'expérience dans la salle d'op à ce moment-là. Il y avait un anesthésiste d'expérience, un deuxième qui est arrivé un peu plus tard, ensuite le chirurgien ORL, plusieurs infirmières de soins critiques étaient là. Et finalement, ça s'est déroulé sur plusieurs minutes où elle était très hypoxique, en fait, dans les 40. Et ça a duré un total de 35 minutes où on a essayé de l'intuber, de la ventiler, ça ne fonctionnait pas. Puis finalement, on a décidé de la laisser se réveiller. On l'a amenée à la salle de réveil. Malheureusement, après 1h30 à la salle de réveil, elle ne s'est pas réveillée et elle a fini par malheureusement mourir 13 jours plus tard d'une anoxie cérébrale irréversible. C'est une jeune dame qui avait deux jeunes enfants, une petite fille de 6 ans puis un petit gars de 4 ans, et c'était tout à fait inattendu. Alors, suite à un cas catastrophique comme ça, on pourrait s'imaginer qu'il y aurait des poursuites et puis que, bon, les médecins arrêteraient de pratiquer et puis finalement, ça en finirait là, ça irait pas plus loin. Mais en fait, le mari d'Hélène Bromley, Martin Bromley, est un pilote de ligne en aviation et c'est aussi un spécialiste dans les facteurs humains, human factors en anglais. Et lui s'est dit, mais comment ça se fait que quand il y a une situation comme ça qu'on connaît, on sait en médecine que quand on n'est pas capable d'intuber, de ventiler, c'est une situation critique, comment ça se fait qu'il n'y avait pas des politiques et procédures en place qui faisaient qu'il y avait des étapes à suivre pour pouvoir naviguer à travers une situation difficile comme ça, stressante comme ça. Alors, ça a mené à une analyse très complète du cas qui ont amené des changements durables, non seulement au niveau de l'hôpital, mais au niveau de tout le Royaume-Uni. Et son cas a finalement fait le tour de la planète. Donc, c'est pour vous montrer, ce n'était pas dans un contexte nécessairement de mortalité-morbidité. Par contre, c'est un des outils, les revues mortalité-morbidité, pour amener des changements concrets et durables quand il y a une analyse systémique qui est faite des problèmes systémiques en lien avec l'événement. J'aimerais ça faire un parallèle avec l'aviation. Donc, si je vous demandais à tous, il y en a combien d'entre vous, évidemment, on n'a pas beaucoup volé dans les dernières années à cause de COVID, mais la dernière fois que vous étiez dans un avion, il y en a combien d'entre vous qui se souviennent du nom du pilote ou qui ont même porté attention au nom du pilote? Je pense que la majorité d'entre nous, en tout cas certainement moi, je sais que le pilote se présente, mais jamais je vais retenir son nom. Et puis, la raison derrière ça, c'est probablement parce que, en fait, on sait que on est confortable, on est dans l'avion, on s'en va quelque part, puis on sait que le pilote est là pour nous amener du point A au point B, puis qu'il y a eu tout l'entraînement nécessaire pour faire son travail, et puis on a confiance que ça va arriver. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, puis en fait, sachant ça, on sait que 75% des accidents en aviation sont dus à des facteurs humains, donc des comportements humains. Puis l'aviation a pris ça puis a dit, OK, comment je peux faire à chaque fois qu'il y a un incident ou un accident, comment est-ce que je peux faire pour éviter que ça se reproduise? Parce qu'on est humain, on va faire des erreurs, donc on a besoin d'avoir des balises, d'avoir des filets de sécurité pour éviter que ce genre de choses-là se produisent. C'est pas assez juste de dire, bon, mais je vais mieux faire la prochaine fois. Donc, l'aviation le fait. Pourquoi est-ce qu'en médecine, on ne le fait pas? C'est sûr que la comparaison n'est pas parfaite, mais on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose en médecine.
Donc, l'importance d'avoir des filets de sécurité, d'avoir plusieurs redondances. Tout le monde connaît le fameux fromage suisse de James Reason, où est-ce que tous les trous du fromage suisse s'alignent, puis finalement, ça va mener à un préjudice. Donc, d'avoir plusieurs redondances, d'avoir des balises, des vérifications qui nous aident à éviter finalement, à boucher ces trous-là pour que le préjudice ne se produise pas. Puis les revues de mortalité et morbidité peuvent nous aider à ajouter des balises et des redondances qui évitent des erreurs similaires qui pourraient être faites dans le futur. Tout ça, évidemment, ça doit être fait dans un contexte de culture juste où on est capable de se parler non seulement pendant un événement stressant et difficile, mais aussi après, puis qu'on est capable de parler avec les patients aussi. Donc, un système qui n'est pas punitif, mais qui permet une discussion franche qui peut aider à amener le changement. Donc, je passe la parole à Janie. Donc, si on regarde juste quelques définitions dans un premier temps, c'est quoi un incident critique? Donc, vraiment, selon la loi, c'est très défini. Le règlement 965 de la loi des hôpitaux publics souligne qu'un incident critique, c'est un événement involontaire qui se produit lorsqu'un patient suit un traitement à l'hôpital. Et il y a 2 critères. Ça l'entraîne le décès ou une invalidité, ou une blessure ou préjudice grave. Dans la prochaine diapo, je vais vous donner davantage de détails sur ce que ça pourrait représenter en termes de gravité. D'autre part, ça ne découle pas principalement de l'état de santé sous-jacent du patient ou d'un risque connu inhérent à l'administration du traitement. Donc, ce n'est pas un effet secondaire et ce n'est pas dû à une comorbidité ou la situation de santé du patient. Donc, c'est vraiment un événement qui était non prévu. Au niveau de la catégorisation d'un incident, lorsqu'on parle d'un préjudice sévère, donc un préjudice grave, si on regarde le tableau à gauche, c'est vraiment les 2 dernières lignes, donc le préjudice sévère et les décès. Ce tableau-là, il est fondé sur l'Organisme mondial de la santé qui offre une définition justement de ces catégorisations-là d'incidents. Donc, un préjudice majeur à long terme ou permanent, qui va nécessiter une intervention médicale majeure ou chirurgicale, que le patient nécessite une hospitalisation prolongée ou qui nécessite un transfert aux soins intensifs. Donc, on doit changer son niveau de soins et peut avoir un effet sur la santé psychologique, soit du patient, de ses proches. Lorsqu'un incident survient, on doit se poser certaines questions à savoir si c'est un incident critique ou pas. Et pour ce faire, on suit les questions qui sont dans le visio à votre droite. Donc, dans un premier temps, on se base sur les règlements 965. Est-ce que c'est un événement involontaire qui s'est produit? Oui ou non? Est-ce que le patient était sous la responsabilité de l'établissement? Oui ou non? Est-ce que le préjudice a été causé par l'incident ou provient principalement de la condition médicale du patient? Donc, si on répond oui à ces 3 questions-là, on répond plutôt aux critères de la loi. Ensuite, est-ce que le préjudice, donc physique, mental ou social, était majeur et à long terme, ou l'espérance de vie du patient est maintenant diminuée, oui ou non? Est-ce que le patient a nécessité une intervention médicale chirurgicale? Est-ce qu'il a nécessité une hospitalisation prolongée? Est-ce que les patients ou leurs proches ont eu des difficultés psychologiques? Et si on répond à oui pour une de ces questions-là, incluant les 3 premières questions, c'est un incident critique. À l'hôpital Montfort, lorsqu'un incident critique survient, dans un premier temps, on prend soin du patient, évidemment. On fait une divulgation initiale, un rapport d'incident est créé. Ce rapport d'incident est reçu à la direction de la gestion de la qualité et des risques. On va faire juste un premier topo de qu'est-ce qui s'est passé, les faits principaux, l'impact principal chez le patient. On fait un avis d'incident critique potentiel. Suite à ceci, on organise une revue de qualité. Donc, c'est là qu'on va aller chercher des joueurs clés, un représentant du département médical, un représentant de la pratique professionnelle infirmier, s'il y a d'autres spécialités qui sont impliquées, les gestionnaires cadres de ce secteur-là. Donc, on va chercher le point de vue de toutes les parties prenantes pour faire une revue du cas et identifier les opportunités d'amélioration, les recommandations. Suite à cette revue-là, les cas sont présentés au comité de qualité de soins
qui est un comité qui est composé de notre vice-président qualité service d'appui aux patients, donc Philippe Marleau, VP de pratique infirmière, donc François Lemaire, chef, Dr. Roux, et on a aussi moi-même et la directrice de la pratique professionnelle et les invités de l'incident critique, donc les représentants. Et les cas sont revus, sont présentés, les recommandations sont identifiées. Et c'est vraiment ce comité-là qui assure la vigie du suivi des recommandations. Donc, 6 mois après, on fait un boucler la boucle où est-ce qu'on demande où est-ce qu'on en est rendu dans les recommandations. Donc, c'était juste pour vous donner un peu le topo de comment est-ce qu'un incident critique est géré à l'hôpital. Merci, Janie. Puis l'importance aussi de comprendre c'est quoi un incident critique parce que ce sont des cas qui parfois pourraient être appropriés à être vus en mortalité-morbidité. Puis s'il y a des recommandations qui en découlent, qui n'ont pas été identifiées par le comité de qualité des soins, ça pourrait être amené à la direction de la gestion de la qualité des soins et à ce moment-là, ils peuvent peut-être nous aider à les mettre en pratique ou à nous aider à les mettre sur pied. Alors, quels sont les outils à notre disposition pour, lors de la préparation d'une revue de mortalité-morbidité? Donc, on va parler un peu de la loi QCPA ici en Ontario et du test de Whitmore. On va parler du modèle de mortalité-morbidité d'Ottawa qui a été créé par Lisa Calder et Edmund Kwok, qui sont 2 urgentologues à l'hôpital d'Ottawa. Lisa Calder est maintenant rendue présidente de la CPM. Et on va aussi parler un petit peu plus à Montfort. On a la DGQR qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous et comment ils peuvent nous aider avec tout ça. Donc, on va commencer avec QCPA et le test de Whitmore. Désolée, j'avais perdu ma souris. Donc, QCPA, donc en fait, c'est l'acronyme en anglais, mais en français, c'est la loi sur la protection des renseignements sur la qualité des soins. C'est une loi qui a été mise en vigueur en 2016, qui protège les discussions et les renseignements sur la qualité des soins suite à un incident critique. Donc, on a déjà passé à travers la définition de l'incident critique et c'est vraiment pour assurer qu'on a des discussions franches, transparente, qu'on crée un environnement sécuritaire pour avoir ces discussions-là, dans l'optique vraiment d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Ce que la loi de la protection des renseignements sur la qualité des soins n'inclut pas, ce sont les renseignements qui figurent au dossier du patient. Donc, tout ce qui est des faits ne sera pas protégé par la loi. Ce sont des faits que le patient, en demandant une copie de son dossier, peut obtenir. Les renseignements, donc les faits entourant l'incident, les éléments identifiés comme étant à l'origine de l'incident, les conséquences de l'incident, donc l'impact chez le patient, et les mesures prises pour vraiment tenter de remédier aux conséquences de l'incident. Donc, le traitement post-événement n'est pas protégé par la loi. Parce qu'encore là, ce sont des informations que le patient pourrait retrouver dans son dossier. Ce sont des faits. Les recommandations qui découlent des incidents critiques n'est aussi pas protégé par la loi. Donc, si exemple, on identifie une opportunité de changer un processus, ce changement de processus-là, c'est un changement pour l'amélioration de la qualité, mais n'est pas protégé par la loi. Alors, ça, c'était pour le QCPA. Donc, QCPA, c'est vraiment des critères très spécifiques qui s'appliquent vraiment sous le chapeau d'un comité de qualité des soins. Maintenant, je vais vous parler du test de Whitmore parce qu'en fait, le QCPA, probablement, la majorité du temps, ne protège pas nécessairement les discussions qui ont lieu lors des revues mortalité-morbidité. Alors, le test de Whitmore, c'est plus des critères, si on veut, dans le common law, sur lesquels un juge
baserait a posteriori. Donc, si par exemple, il y avait un litige et que le patient demandait une divulgation de la discussion, par exemple, lors d'une revue de mortalité-morbidité, le juge regarderait ces différents critères-là puis déciderait finalement est-ce que oui ou non la discussion devrait être divulguée. Alors, les 4 critères du test de Wigmore, c'est est-ce que la discussion a été tenue avec l'assurance qu'elle demeurerait confidentielle? Est-ce que le caractère confidentiel est essentiel à la participation des gens pour la revue de mortalité-morbidité, disons spécifiquement? Est-ce que la participation est importante dans le processus d'amélioration de la qualité des soins? Donc, est-ce qu'on aurait pu obtenir le même résultat sans nécessairement avoir la participation de tous ces gens-là? Et est-ce que les bénéfices liés à l'amélioration des soins sont plus grands que l'avantage de divulguer l'information dans le cadre d'un litige? Alors, malheureusement, c'est jamais quelque chose qui a été testé, en tout cas à notre connaissance, là, dans la jurisprudence. Ça a été testé dans le cas de discussion, par exemple, d'un debrief après un événement critique, mais plutôt un debrief près au chevet du patient, pas nécessairement dans le contexte de mortalité-morbidité, mais on peut assumer qu'en respectant certaines règles de base, on répondrait au test de Wigmore. Marie-Pierre, il y a une personne qui veut une question, c'est la personne iPhone. Je ne sais pas c'est qui, là. C'est moi. Ouais, okay. C'est qui? C'est Chantal Daoubernard. Okay. Bonjour. Ah, OK. Allô, Chantal. C'est juste comme, je m'excuse si c'est mon ignorance, mais ça protège quoi finalement? Parce que je ne suis pas claire. C'est comme un exemple, parce que c'est vraiment pas clair dans ma tête, comme si je m'implique là-dedans, qu'est-ce que ça protège? Parce que ça a l'air à enlever tout. Tout est exclu, sauf, en tout cas, je ne comprends pas. Tout à fait, merci. En fait, c'est ça. C'est le but de cette diapo-là. Donc, est-ce qu'on est protégé? Qu'est-ce que ça protège? Et puis, quand on a nos revues de mortalité-morbidité, jusqu'à quel point est-ce qu'on est engagé médico-légalement? Alors, donc, Janie et moi, on a vraiment fait le tour. Là. On a parlé à la CPM, on a parlé à Highrock, qui est l'assureur des hôpitaux, à l'avocat de l'hôpital, et j'ai parlé à Dr. Eamon Kwok, qui est celui qui a mis sur pied là, le Ottawa M&M Model. Et au bout du compte, malheureusement, la réponse, évidemment, c'est ça dépend et ce n'est pas, c'est très gris. Donc, on ne peut pas dire que la loi de QCIPA, en fait, protège les discussions des revues mortalité-morbidité dans la façon dont elles sont tenues actuellement dans notre hôpital. Maintenant, il y a certains hôpitaux qui ont un encadrement très, très spécifique où est-ce que chaque département a un comité de la qualité des soins. Les revues mortalité-morbidité sont tenues sous ce comité-là. Et bon, il y a peut-être un petit peu plus de protection de QCIPA, mais en ce moment, ce n'est pas le cas ici à notre hôpital. Donc, pour nous, ce serait plus le test de Wigmore qui s'appliquerait. Donc, dans le cas d'un litige, en fait, nos discussions seraient vraiment extrêmement, très probablement protégé par le test de Wigmore parce que on avait dit aux participants que ça allait être confidentiel. La confidentialité est essentielle à avoir une discussion ouverte qui n'aurait peut-être pas lieu autrement. Cette discussion-là a amené un changement dans la qualité des soins et les avantages sont plus grands que les bénéfices sont plus grands que les bénéfices d'améliorer la qualité des soins sont plus grands que le désavantage de divulguer. Donc, en gros, malheureusement, je ne peux pas vous dire que c'est une couverture, qu'on est complètement protégé par la loi. On l'est probablement si on respecte certaines règles. Ceci étant dit, je veux dire, la majorité des hôpitaux au Canada font des revues de mortalité-morbidité. Il n'y a aucune jurisprudence en ce moment en termes de revue mortalité-morbidité où on aurait demandé à avoir accès aux discussions. Par contre, pour qu'on soit le plus protégé possible, c'est vraiment le but aujourd'hui de la présentation, c'est qu'on comprenne comment est-ce qu'on peut faire ces revues-là de façon efficace à amener des changements tout en s'assurant de respecter la confidentialité puis d'être le moins exposé, si on veut, médico-légalement possible. Alors, Janie va vous parler de certaines règles de base à respecter pour ça.
Oui, donc, pour ajouter, vraiment, ce qu'on veut éviter d'écrire, ce sont les opinions. Donc, si on aurait fait ça, peut-être que ceci serait arrivé ou peut-être ceci ne serait pas arrivé. C'est ça qu'on veut éviter de documenter dans nos présentations de cas de revue M&M ou dans les recommandations. Donc, l'approche, comme Dr. Carpentier mentionne, l'approche qu'on va vous proposer, c'est vraiment une approche qui vient enlever ces éléments de risque médico-légal. Donc, règle de base, respect de la confidentialité des discussions, on ne prend pas des photos, des écrans, on n'enregistre pas la conversation. Et il faut faire attention surtout avec Teams maintenant, ce qu'on écrit dans le chat du Teams, parce que ça devient une source écrite. Évidemment, il faut assurer le respect des personnes impliquées, la discussion constructive en vue d'améliorer la pratique, le respect des opinions. Il faut vraiment avoir une optique, désolée. Donc, il faut vraiment avoir une perspective du système. Donc, le but vraiment n'est pas de pointer du doigt, ce n'est pas un facteur individuel. Et de toute façon, de par le choix des cas, ça va être les cas qui sont choisis qui vont apporter des changements pour multiples patients. Ce n'est pas un cas tellement spécifique que c'est trop ciblé. Donc, c'est vraiment de regarder le système dans son ensemble. Donc, la responsabilité des membres, c'est vraiment de soutenir une culture de non-blâme lorsqu'on discute des cas. On assure la confidentialité des discussions. Donc, on s'engage que lorsqu'on a une discussion lors d'une revue M&M, on ne va pas par la suite partager ça à autrui à l'extérieur du groupe de la revue. Et évidemment, assurer la confidentialité. Donc, lorsqu'on présente les cas de revue, on n'écrit pas les noms du patient, on n'écrit pas les initiales des intervenants, on évite les dates. Les heures, on peut les garder. On va peut-être les changer dans la présentation, mais les heures, c'est correct parce que parfois, dans la séquence des choses, les heures peuvent être pertinentes. Évidemment, et les noms des intervenants. Je pense qu'il y avait une question, Lynn, ou on continue? OK, continue. Donc, merci, Jenny. Maintenant, on va parler un petit peu plus en détail du modèle Ottawa M&M Model, qui a été développé en fait en 2014, a été mis sur pied vraiment en 2016 à l'hôpital d'Ottawa, et en 2018 ils ont publié sur un blog le modèle, puis c'est accessible à tous. Donc, vous allez avoir le lien, je vous invite à aller le lire, c'est extrêmement bien fait, c'est très, très facile à suivre. Et ce qu'on va faire ici, c'est un petit résumé finalement de ce modèle-là. Donc, juste pour une mise en contexte, au début du siècle, les revues de mortalité-morbidité étaient plus axées sur le médecin et c'était beaucoup plus punitif. One of my new coroners give a presentation on morbidity and mortality rounds and how to do quality assurance well. Louise, ton micro est ouvert. Merci. Et donc, il y a eu une évolution au cours du siècle des revues mortalité-morbidité et une évolution dans le bon sens, évidemment. Et puis finalement, ça a été inclus dans l'éducation médicale au début des années 80 à peu près, où les résidents ont commencé à en faire. Par contre, il y avait plusieurs problèmes avec la qualité des revues. Est-ce que c'était quoi la qualité? Il n'y avait pas de contrôle de qualité, si vous voulez. Est-ce que vraiment ça prévenait les erreurs médicales? Donc, est-ce que ça prévenait une même erreur de survenir? Et puis, est-ce qu'il y avait vraiment des mécanismes qui étaient mis en place pour que les recommandations soient activées et que le suivi soit fait sur ces recommandations-là? Donc,
Selon le Ottawa M&M Model, les composantes clés d'une revue mortalité-morbidité qui est efficace et qui mène à des changements à long terme sont basées sur les composantes suivantes. Donc, la sélection appropriée des cas, puis ça, je vais en parler un tout petit peu plus. Une analyse structurée, donc, qui identifie des facteurs cognitifs et systémiques. Encore une fois, on veut rester loin du shame and blame ou de pointer les doigts. C'est vraiment regarder dans son ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, avoir une discussion en groupe et créer et disséminer des recommandations qui sont tirées de l'analyse et des discussions. Ensuite, développer des cheminements qui sont concrets pour les items qu'on veut changer et encourager la collaboration multidisciplinaire. Puis ça, là, ça a l'air peut-être un peu simple, mais ce n'est pas. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, une petite présentation de mortalité-morbidité d'1 heure peut engendrer beaucoup de travail par la suite qui peut s'échelonner sur des mois parfois. Donc, c'est important d'avoir de l'aide. La sélection des cas est extrêmement importante. Moi, j'ai fait ma médecine il y a longtemps. On avait dans mon temps ce qu'on appelait des réunions matraques et c'était exactement ce que c'était. C'était en fait un médecin qui était mis sur la sellette pour une erreur ou quelque chose qu'il avait fait qui n'était peut-être pas, qui n'était pas nécessairement... donc, qui n'était pas correct, là, si on veut, puis je mets ça en guillemets. Et vraiment, c'était des réunions où le médecin se faisait littéralement, peut-être pas littéralement, mais en tout cas, matraquer. Et ça finissait souvent en pleurs. Donc, certainement, les cas où il y a un problème, par exemple, avec un médecin ou une erreur qui a été commise qui n'est pas une erreur systémique, là, qui est peut-être liée à une personne seulement. Ce ne sont pas des cas qui sont des bons cas pour les mortalités-morbidités. Donc, il faut rester loin de ça. Ça peut être approché d'une autre façon par le chef de département, par exemple, qui peut s'asseoir avec le médecin pour regarder le cas. Mais ce ne sont pas des cas qui sont bons pour les mortalités-morbidités. D'autres cas qui sont pas non plus, qui habituellement ne mènent pas à grands changements, ce sont les cas qui sont fascinants, mais très rares, un peu bizarres, des cas qu'on ne voit pas souvent. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas présenter ces cas-là. Par contre, le format de mortalité-morbidité, ce ne serait pas le format approprié pour ce genre de cas-là. Ça pourrait être présenté dans un autre forum par des apprenants, par exemple, mais pas dans une revue mortalité-morbidité. Alors, quels sont les cas qui seraient appropriés pour une revue de mortalité et morbidité? Donc, selon le modèle d'Ottawa, il y a 3 critères. Les cas doivent répondre à 3 critères. Donc, le premier, c'est un incident qui doit être lié à la sécurité du patient. Puis, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir eu un préjudice. Ça peut être un événement qui a été évité de justesse, donc quelque chose qu'on voit puis on dit « Oh mon Dieu, telle chose aurait pu arriver ». Il faudrait qu'on regarde cet incident-là pour s'assurer que ça n'arrive pas de nouveau, pour éviter que ça n'arrive pas de nouveau. Et puis évidemment, les incidents critiques dont Jenny a parlé tout à l'heure pourraient très bien se prêter à ce genre d'analyse-là. Il faut qu'il y ait des éléments qui soient évitables. Donc, si un événement qui est lié à la sécurité du patient, mais que tout était inévitable, donc il n'y a rien vraiment qu'on peut changer au niveau du système, ça ne vaut pas la peine de passer du temps pour faire une analyse puis essayer de trouver des recommandations pour le changement. Et ensuite, il faut qu'il y ait une opportunité d'apprentissage cognitif et ou systémique. Donc l'opportunité d'amener des changements. Ça, ce sont des exemples de sélection de cas. On a parlé tout à l'heure des incidents critiques, donc qui viennent des rapports de données d'incidents. Ça peut être des cas qui sont sélectionnés, par exemple, des réadmissions qui sont inattendues, des cas qui sont ciblés par le chef de département ou encore qui sont ciblés identifiés par le coroner. Des cas où un collègue ou un consultant ont donné de la rétroaction puis ont dit, ben, on aurait pu faire les choses autrement, peut-être ça vaudrait la peine de regarder ce cas-là plus en détail. Les cas qui viennent de plaintes de patients ou de leurs proches, des fois aussi peuvent contenir plusieurs éléments qui pourraient amener du changement. Les cas qu'on voit qui continuent à nous tracasser, à nous achaler après qu'on ait fini de donner les soins aux patients, puis on se dit on aurait pu faire telle autre chose, on aurait pu mieux faire pour traiter ce patient-là, ça pourrait être des cas qui seraient appropriés. Et les cas qui soulignent un enjeu ou une frustration systémique. Donc, on a tous dans chacun de nos départements un cas en tête par rapport à ça, où on sait que chaque fois qu'on a tel cas, il y a toujours la même chose, les mêmes barrières qui se présentent.
Donc, peut-être ça vaudrait la peine de le revoir pour voir si on peut identifier des opportunités de changement. Et la richesse d'une discussion en groupe, en tout cas, je sais que nous, quand on le fait à l'urgence, avec les médecins de l'urgence, le personnel infirmier, parfois on va inviter aussi les consultants qui ont été impliqués dans le cas. Donc, la richesse d'une discussion puis les idées qui viennent de tout le monde, c'est assez impressionnant. Il y a toujours des choses qui ressortent auxquelles, en tout cas, moi, je n'aurais pas pensé. Donc, c'est vraiment une discussion qui peut être très riche. Donc, après avoir sélectionné le cas, comment est-ce qu'on fait pour analyser la situation? Donc, on analyse la situation sous 2 angles. Le premier, c'est la considération des biais cognitifs. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus parce que, bon, vous connaissez tous les biais cognitifs, les biais d'ancrage, quand on hérite de la pensée de quelqu'un d'autre, les patients qui, quand on a un biais par rapport à un patient, par exemple, soit parce qu'il est intoxiqué ou, bon. Donc, on les connaît tous, les biais cognitifs. C'est important de les identifier. C'est pas clair dans la littérature que même quand on est capable d'identifier les biais cognitifs, qu'en fait, on est capable de prévenir les erreurs médicales en lien avec ça, mais quand même, c'est important de le faire parce que parfois, il y a certains changements qui peuvent être apportés. Surtout si on se rend compte que c'est un biais cognitif qui est au niveau, qui est partagé par plusieurs, donc peut-être qu'il y a un certain travail qui peut être fait de ce côté-là. Ensuite, les facteurs systémiques. Si c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre l'accent parce que c'est ça qui va amener le changement. Donc, les facteurs en lien avec le patient. Est-ce qu'il y a une barrière de communication? Est-ce que le patient, par exemple, était intoxiqué, une diminution d'état de conscience qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir une histoire appropriée avec le patient? Des erreurs liées aux compétences. Est-ce que j'ai mal interprété le CG? Est-ce que j'ai mal interprété un résultat de labo ou telle chose qui a fait que j'ai mal diagnostiqué le patient? Des erreurs qui sont liées aux tâches. Par exemple, est-ce que les signes vitaux n'ont pas été pris de façon régulière? Est-ce qu'on s'est rendu compte 6 heures plus tard que le patient était en choc alors qu'il est arrivé avec des signes vitaux normaux? Il s'est détérioré pendant plusieurs heures, mais il n'y a jamais de signes vitaux qui ont été pris. Donc, pourquoi est-ce que c'est arrivé? Des déficiences personnelles. Donc, ça, c'est plus des facteurs personnels qui sont liés à la fatigue. Est-ce que c'est mon 5e chiffre de nuit de suite qui sont liés à la maladie ou qui sont liés à la détresse émotionnelle, qui n'est pas négligeable en ce moment là, dans le contexte COVID, j'ose pas dire post-COVID, mais en tout cas, j'espère qu'on est presque rendu là. La détresse émotionnelle est assez présente dans nos équipes. L'échec du travail d'équipe. Donc, est-ce qu'il y a eu un manque de communication, par exemple, au transfert, quand on m'a transféré le cas au changement de chiffre, ou encore est-ce qu'il y a eu un manque de communication entre un apprenant puis son patron? L'environnement local. Donc ça, est-ce qu'on avait le personnel approprié? Ça, c'est vraiment un gros facteur. En ce moment, on est en manque de personnel. Est-ce qu'on avait les équipements nécessaires pour pouvoir procéder à telle ou telle chose? Par exemple, dans un contexte chirurgical, ça pourrait être un facteur. Est-ce qu'il y a des contributeurs à l'échelle de l'hôpital? Donc, est-ce qu'on a accès aux services dont on a besoin? Par exemple, les consultants, les lits d'hospitalisation. Ça aussi, dernièrement, ce sont des facteurs qui entrent en ligne de compte. Les contributeurs au niveau de l'administration hospitalière, ça, c'est plus les contraintes budgétaires avec les politiques et procédures. Donc, c'est peut-être, en tout cas, c'est peut-être que ça va être moins, c'est des choses qui sont moins nécessairement mises en valeur dans l'analyse de nos cas. Et les contributeurs externes, par exemple, le système de paramédic. Donc, est-ce que ce patient-là aurait dû être amené chez nous? Est-ce qu'il aurait dû être amené ailleurs? Pourquoi il a été amené chez nous? Donc, ça, c'est des exemples d'analyse de la situation, des choses qu'on peut prendre en ligne de compte. Jenny? Oui, donc quand on présente justement cette analyse-là, ce qu'on recommande, c'est on utilise un tableau pour s'assurer qu'on a couvert tous les différents types de facteurs systémiques et on peut, dans l'analyse, on en reste au fait. Si on regarde au niveau professionnel, corps de travail travaillé avant, c'était
la 4e nuit de suite, c'était le dernier quart de travail après une série. Méthode de communication, on envoie un rapport inter-service par fax. Donc, quels sont les faits de ces différents facteurs systémiques-là? Et on peut, à ce moment-là, les présenter en se tenant au fait. Par la suite, donc, on a choisi notre cas, on présente notre cas. Donc, on présente les faits de la situation, l'état du patient, l'évolution. On identifie les différents facteurs systémiques au niveau du patient, au niveau de l'environnement, les politiques, procédures, les équipements disponibles, non disponibles. Et par la suite, on identifie s'il y a des recommandations qui en découlent. Il y a une échelle de hiérarchie d'efficacité des interventions. L'éducation et la formation étant la moins efficace pour prévenir la récurrence d'un incident. Et lorsqu'on monte l'échelle, les fonctions forcées sont disons, le filet de sécurité le plus rigoureux, le plus efficace selon cette échelle. Donc, on a les fonctions forcées, l'automatisation ou l'informatisation, la simplification et la standardisation. Donc, quand on a le même processus, la même approche pour chaque cas, les rappels et listes de vérification, donc les genres de checklists, politique et procédures et l'enseignement. Donc, on vous encourage à identifier les différentes recommandations sous ces différents thèmes-là. Souvent, la réaction initiale, c'est on va faire de la formation, on va faire de l'enseignement, on va faire des rappels, on va faire des capsules d'information, mais de ne pas oublier peut-être à creuser davantage plus loin pour dire quoi d'autre est-ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer d'éviter ce genre de situation-là, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins pour tous. C'est important que les recommandations soient diffusées au personnel approprié, donc au groupe de médecins concernés, au personnel infirmier. Puis si ce sont des recommandations qui pourraient profiter en fait au reste, à d'autres départements, de le communiquer au niveau de l'hôpital aussi. Puis là, il faudrait définir à qui est la meilleure personne à qui on pourrait communiquer ces recommandations-là. Donc, Jenny et moi, on s'est donné un peu la mission de déterminer ça. Malheureusement, on n'a pas de réponse aujourd'hui, mais on va vous en donner une d'ici la fin du mois de juin. Donc, idéalement, que quand on fait des revues de mortalité et morbidité, nos recommandations soient amenées à un endroit, si on veut, un peu central, où tout le monde peut avoir accès à ces recommandations-là. Donc, si moi, j'identifie un problème, par exemple, à l'urgence, puis que ça a déjà été réglé par la médecine, bien, ça va simplifier le processus. Moi, j'avais une question, Marie-Pierre, puis Jenny. Oui. Parce qu'au début, vous avez dit que les choses restaient quand même confidentielles. Mais là, ça fait 1 heure que vous parlez de votre cas. C'est quand que ça devient public? C'est quand que tu écris tes recommandations? Parce qu'à un moment donné, comme si, tu sais, c'est privé, c'est confidentiel, tu fais tout ça, mais c'est quand que ça devient public? Là? Parce que là, j'ai comme des petits papillons dans mon cœur, là, je me sens comme nerveuse, puis je ne sais pas pourquoi. Là. Bien, Jenny va pouvoir compléter, mais définitivement, les recommandations, c'est définitivement public. Alors, les recommandations, quand elles sont écrites pour éviter qu'un cas semblable se reproduise. Donc, il ne devrait pas y avoir de facteurs qui permettent d'identifier le cas qu'on a révisé. Donc, définitivement, les recommandations sont publiques. Mais même quand on présente le cas, en fait, on essaie vraiment d'avoir que ce soit anonymisé assez pour que si quelqu'un, par exemple, tombait sur les diapos, ne pourrait pas savoir c'est tel cas qu'on a révisé. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut essayer de faire la revue. Jenny, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est ça. Donc, ce qu'on présente lors de la revue, c'est anonymisé. On enlève tous les facteurs identificatoires. C'est vraiment ce qu'on veut documenter ultimement. Le plus pertinent, ce sont les recommandations. On a développé un processus pour adresser tel type de situation. On a développé une formation pour adresser tel thème. Donc, ça, c'est correct. C'est correct que ce soit public parce que on va le faire à tout le monde. Ça touche tout l'hôpital. Le processus avec tous les intervenants impliqués qui vont appliquer ce processus-là. La formation va toucher, c'est pas juste
la formation d'une personne. C'est pas ça la recommandation. Si on développe une formation pour un groupe. Est-ce que ça répond à la question, Lynn? Oui, c'est parfait. C'est parce okay. que je voulais juste m'assurer que nos discussions, ça, c'est confidentiel, c'est correct, mais les recommandations, c'est public, alors il faut juste bien les écrire. Parfait, ça. D'où l'importance, d'ailleurs, quand on a les discussions, de ne pas avoir de diapos écrites sur ces discussions-là. Je veux dire, on peut prendre des notes, puis le facilitateur peut prendre des notes, mais de ne pas avoir de diapos là, dans la présentation sur la discussion. La façon dont le modèle d'Ottawa propose de présenter les revues mortalité-morbidité, c'est de le diviser en 3. Donc, de passer un tiers du temps sur la présentation, un tiers sur l'analyse, discussion, et un tiers sur la formulation des recommandations. Donc, si on présente un cas sur 30 minutes, ce serait 10 minutes pour chaque. Donc, il y a certains cas qui se prêtent bien à une présentation de 30 minutes, d'autres cas où vraiment on a besoin de 60 minutes. Puis, je dirais que c'est le plus souvent, en fait, on va avoir besoin de 60 minutes pour faire une analyse de cas qui est complète. Encore une fois, le moins de diapos possible, une présentation de cas qui est anonymisée, donc qui ne permet pas de reconnaître le cas. Et à quelle fréquence est-ce qu'on devrait faire des revues de mortalité-morbidité? Bien, en fait, ça dépend de chacun des départements. Probablement qu'une fois à chaque trimestre, donc 4 fois par année, ce serait approprié. Il y en a qui le font plus souvent, qui le font à tous les mois, c'est bien. Mais souvent, une bonne revue de mortalité-morbidité va générer beaucoup de travail par la suite pour mettre les recommandations en place. Puis aussi, toujours considérer d'inviter les autres disciplines. Si ce n'est pas possible de les inviter, des fois même les appeler pour avoir leur opinion sur le cas. Donc, si c'est un cas, je ne sais pas, par exemple, de cardiologie, évidemment, en gardant la confidentialité sur le cas, avoir l'opinion de la cardiologie sur les recommandations, par exemple, qu'on voudrait faire. Dans la présentation de la revue de mortalité-morbidité, le modèle d'Ottawa suggère d'avoir un présentateur et un facilitateur, donc 2 personnes séparées. Le présentateur, bon, celui évidemment qui va présenter le cas. Idéalement, ce serait quelqu'un qui a participé au cas parce qu'évidemment, bon, il était là, il savait que c'était, je ne sais pas moi, la nuit, il y avait une pénurie de personnel. Le contexte est beaucoup plus facile à identifier. Si, par contre, la personne qui a participé au cas ne veut pas le présenter, c'est important que le présentateur ait une discussion avec les gens qui ont été impliqués dans le cas pour vraiment bien comprendre le contexte dans lequel tout ça s'est passé. Et ensuite, le facilitateur, c'est celui qui, au début, va expliquer le but de la revue, rappeler l'importance de la confidentialité de la discussion, va s'assurer que le temps est respecté, puis va faciliter la discussion quand on fait l'analyse du cas. Donc, juste un petit mot sur la DGQR à Montfort, comment ils peuvent nous aider. Donc, on sait que les gens peuvent être nerveux, justement, dans ce genre de discussion-là parce que parfois, il y a un ressentiment qui pourrait avoir des implications médico-légales. Donc, la DGQR, on peut vraiment appuyer à exemple, si quelqu'un est à préparer une présentation d'un cas, on peut appuyer, donner du feedback sur quoi inclure, pour écrire dans une diapo. On peut aussi appuyer sur comment formuler les recommandations pour que ce soit générique, que ce soit systémique, et à ce moment-là, qu'on enlève ces éléments de risque-là ou de perception, de crainte médico-légale. Donc, on est là pour vous appuyer, nos portes sont ouvertes. Merci, Jamie. OK, alors, présentation de cas brève, juste pour vous montrer un peu de quoi ça pourrait avoir l'air. Encore une fois, ça va être beaucoup plus bref que ce qui serait fait dans la réalité. Donc, c'est basé en fait sur une amalgame de cas de cas réels. Donc, c'est un cas fictif, mais basé sur des cas réels. Et c'est une revue qu'on a fait à l'urgence il y a quelques années qui a mené à des recommandations. Donc, c'est pour vous montrer un peu comment on a fait ça à ce moment-là.
Donc, vous allez voir les 3 prochaines diapos avec les objectifs, bon, tout ça. Ce sont des diapos qui peuvent être reprises à chaque revue mortalité-morbidité, donc des objectifs qui sont relativement génériques, mais qui expliquent que finalement, c'est une revue dans le cas d'améliorer dans le but d'améliorer la qualité des soins. Et donc, en lisant ça, on ne peut pas reconnaître le code dont on va parler. Donc, suite à la présentation du cas clinique, on va explorer les pistes d'amélioration en lien avec le cas qui a été présenté, puis discuter notre pratique actuelle pour formuler des recommandations afin d'améliorer la qualité des soins. Encore une fois, on rappelle toujours que c'est anonyme, que c'est confidentiel, qu'on respecte nos pairs, donc des discussions qui sont constructives et respectueuses, puis ce sont des évaluations qui sont faites du système dans son ensemble, donc de pas une personne en particulier, des discussions qui sont constructives en vue d'améliorer la pratique. Et toujours rappeler de ne pas prendre de photos d'enregistrement, puis surtout, comme Janie le disait, faire attention à la boîte de chat parce que ça reste dans MS Teams. Donc, c'est vraiment très important quand on a la discussion, que ce soit une discussion orale puis qu'il n'y a rien d'écrit à ce moment-là. Donc, le cas qu'on avait revu, c'est un cas d'une patiente qui s'est présentée avec des symptômes d'ACV, d'insuffisance rénale. Elle avait été retrouvée par terre au matin par sa famille. Elle avait été vue la veille pour la dernière fois normale. À l'arrivée, elle avait de l'aphasie, elle avait un affaissement facial gauche, elle avait aussi une hémiplégie. Elle a été vue très rapidement. Donc, elle est arrivée, elle a été triée presque immédiatement. Elle a été vue par le médecin rapidement dans les 30 minutes et elle a eu un premier CT scan dans la première heure de son arrivée qui a été lu et qui était sans particularité à ce moment-là. Ça, c'était un CT scan de la tête sans contraste. Suite à ça, il y a eu plusieurs discussions. Donc, il y a eu une discussion avec la famille pour clarifier les objectifs de soins. Donc, une discussion qui a été bien documentée au dossier. Et c'était une dame qui était complètement autonome. Donc, les soins étaient réanimation cardio-respiratoire. Discussion avec le spécialiste à ce moment-là qui dit, bon, écoute, ton CT est normal, on va faire un CTA pour voir s'il y aurait des choses peut-être des choses réversibles sur lesquelles on pourrait agir. Alors, le CT angiogramme est demandé très rapidement après la discussion avec le neurologue. Donc, tout ça s'est passé vraiment sur une courte période de temps après l'arrivée de la patiente à l'urgence. Malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que entre la demande du CT angio et que le CT angio soit fait, il y a plusieurs heures qui se sont écoulées et sans que le médecin le sache, en fait. Il ne savait pas que ça n'avait pas été fait et que ça avait été retardé. Puis ce qui est arrivé, c'est que la patiente avait eu une créatinine qui était élevée. Donc, elle avait été amenée initialement pour le CT, puis elle a été ramenée parce qu'on a dit, bon, on ne le fera pas parce que sa créatinine est trop haute. Par contre, le médecin avait eu une discussion avec la famille au sujet de la créatinine, des risques-bénéfices. Et puis finalement, finalement, le CT a été fait, mais tout ça, ça a amené des délais. Donc, au moment où le CT angio a été complété, ça a montré une occlusion complète de l'artère cérébrale moyenne droite et la patiente a été transférée dans un autre hôpital pour les soins spécialisés où elle a reçu des soins spécialisés puis les interventions appropriées. Malheureusement, malgré tout ça, il y a eu des impacts résiduels de l'ACV. Donc, elle est demeurée aphasique, hémiplégique et dysphagique. Elle a eu une réadaptation qui a été très prolongée et malheureusement, elle finit dans les soins de longue durée. Donc, voici les considérations qui ont fait partie de notre discussion quand on a présenté le cas à l'urgence. Donc, les considérations, on a considéré tout le parcours du patient. Donc, premièrement, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que cette patiente-là nous avait été amenée. Est-ce que c'est normal qu'une patiente avec des signes évidents d'ACV nous soit amenée alors qu'elle a été retrouvée comme ça puis elle a été vue la veille comme étant normale? Donc, la réponse à ça, finalement, c'était oui. On a regardé les différents critères. Quand est-ce qu'ils nous sont amenés, quand est-ce qu'ils nous sont pas amenés. Et puis, c'était approprié à ce moment-là qu'elle nous soit amenée. Ensuite, est-ce que la prise en charge à l'urgence, est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire? Donc, en fait, toutes les actions
du médecin à ce moment-là avait été appropriée en lien avec le cas. Puis il y avait eu des délais qui étaient inattendus, si on veut. Et puis là, on a essayé de voir quels étaient ces délais-là, puis comment est-ce qu'on peut faire pour les minimiser dans le futur. Et ça nous a amené à regarder au niveau de l'imagerie, pourquoi finalement est-ce qu'il y avait eu un délai pour l'imagerie dont on avait besoin. On s'est rendu compte qu'il y avait eu un manque de communication entre le médecin, radiologue, technologue. Finalement, il y avait eu un manque de communication, un bris de communication qui avait fait que le CT n'avait pas été fait. Donc, on a parlé des différentes façons d'éviter ça dans le futur. Et on a discuté des consultants. Est-ce que les consultants étaient disponibles? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour que nos consultants soient disponibles de façon en temps plus opportun? Mais finalement, à la revue, on s'est rendu compte qu'on avait eu un bon accès à nos consultants en temps opportun. Alors, faisant partie de notre revue, on a regardé les pratiques optimales de l'ACV du Canada. On a fait une revue de littérature sur les recommandations pour les pratiques optimales. Donc, comme groupe, on s'était rendu compte, en fait, que peut-être, même si le cas avait été géré de façon appropriée, comme groupe, peut-être notre pratique variait pour les ACV qui arrivaient entre 6 heures et 24 heures. Alors, on s'est dit, on devrait avoir un processus que tout le monde suit pour ces ACV-là qui arrivent entre 6 heures et 24 heures. On a aussi revu la littérature en termes de c'est quoi les risques de néphropathie suite au contraste quand on fait des CT scans avec contraste. Et puis, est-ce qu'il y a des interventions qu'on peut faire pour limiter l'atteinte rénale lors des CT avec contraste pour les patients qui ont déjà une créatinine qui est élevée? Donc, ça a mené à certaines recommandations. Quand on l'a fait, on ne les avait pas placées dans le tableau de Janie, mais là, Janie m'a aidé justement à les formuler puis les placer dans le tableau. Donc, on a développé un processus de communication entre le département de l'urgence et l'imagerie diagnostique en cas d'insuffisance rénale. Donc, pour éviter qu'il y ait un délai, on sait maintenant si notre patient a une créatinine qui est élevée, une cléarance de créatinine qui est moins de 30, idéalement, il faut qu'on parle au radiologue. Mais au-delà de ça, d'écrire dans quand on écrit notre indication pour notre CT scan, d'écrire qu'on a eu la discussion avec le patient, que le consentement a été fait, les risques-bénéfices ont été discutés. Comme ça, c'est pas le technologue qui a à faire le consentement, il se sentirait pas confortable de le faire dans un cas d'insuffisance rénale. Donc ça, c'est une des choses qu'on a faites. On a aussi envoyé dans les politiques et procédures, révision de la procédure pour la prise en charge et suivi des patients qui se présentent à l'urgence avec des symptômes d'ACV de moins de 6 heures. On avait déjà un protocole pour ça, mais entre 6 heures et 24 heures. Et suite à la revue de mortalité et morbidité, il y a un courriel qui a été diffusé aux médecins et aux infirmières en disant, voici, quand on a un ACV qui se présente entre 6 heures et 24 heures, on suggère de l'aborder de telle façon, puis il y avait les différentes étapes à suivre à ce moment-là. Puis, en termes d'éducation et formation, des interventions cliniques associées au contraste, donc un rappel d'hydrater les patients si leur créatinine est élevée, par exemple, avant un CT scan. Donc, ça, c'est un exemple d'un cas qui a été présenté, qui ont mené à des changements à plus long terme, puis à une meilleure gestion de ce type de cas, surtout pour les ACV spécifiquement entre 6 heures et 24 heures. Alors, je vais laisser la parole à Janie. Je sais qu'on arrive à la fin, là, brièvement, juste pour parler un peu du mandat de mortalité et morbidité. Donc, on a développé un gabarit de mandat pour les revues de morbidité et mortalité qui vraiment vient s'inspirer du modèle d'Ottawa, le OM3. Et ce qu'on propose, c'est de le partager auprès des différents chefs de département pour les différents secteurs afin de le mettre en place. Et vraiment, c'est d'apporter une certaine standardisation dans l'application de ces revues-là. Les objectifs des revues, c'est les mêmes qu'on a déjà identifiés. Vraiment, c'est pour l'amélioration et la sécurité des soins. Vraiment rehausser nos pratiques, identifier des recommandations, mettre en œuvre des pistes d'amélioration.
Moi, je dirais qu'une des choses les plus difficiles, en fait, après avoir fait une revue qui amène plusieurs recommandations, c'est justement de mettre les recommandations en place, de trouver les gens qui vont nous aider à mettre ces recommandations en place-là et de faire le suivi là-dessus. Fait que la DGQR peut nous aider à faire ça, peut nous dire, ben ça a déjà été fait ailleurs ou il y a un autre département qui l'a déjà fait. Donc, ils peuvent nous aider non seulement à formuler les recommandations, mais aussi à initier le changement. Puis si vous ne savez pas trop quel cas choisir, appelez la DGQR. Ils peuvent vous aider à organiser la revue de mortalité, morbidité, à sélectionner les cas. Il y a certains départements dans notre hôpital qui ont un comité de qualité. Donc, si vous voulez avoir un comité de qualité qui ferait le suivi justement de ce type de recommandations-là, la DGQR peut vous aider à mettre ça sur pied. Il y en a un à l'urgence, il y en a un au CFN, puis il y en a peut-être un troisième. Soins critiques. Soins critiques, oui. Voilà. Donc, pour les autres départements, si jamais ça vous intéresse, la DGQR peut vous aider à mettre ça sur pied. Évidemment, les recommandations sont présentées aux équipes qualité, mais aussi, si vous n'en avez pas aux médecins impliqués, c'est important vraiment de diffuser l'information pour que le type d'erreur ou pour que le type d'incident critique ne se reproduise pas. Donc voilà, ça conclut notre présentation. Il est 9h01. Je m'excuse, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour les questions. Alors, c'est ça, j'invite, si jamais il y en a qui ont des questions. Là. Moi, j'en aurais peut-être une. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir des mortalités, comme selon les visites d'agrément ou l'agrément pour les hôpitaux? Est-ce que chaque département devrait avoir ça, des mortalités, des revues de mortalité, morbidité? Obligatoire selon les normes d'agrément Canada, mais on le recommande fortement, simplement pour l'amélioration continue. Vous apportez une perspective différente, ce sont des cas différents, peut-être qui sont revus plutôt au nursing ou la pratique professionnelle. Donc, il y a vraiment une pertinence à les faire, mais il n'y a pas une obligation. Okay, parfait. Puis moi, je dois dire, Lynn, quand c'est fait pluridisciplinaire en amenant le personnel infirmier, tout ça, non seulement ça crée un lien aussi avec le personnel infirmier, ça nous permet de voir leur perspective alors qu'autrement, peut-être qu'on ne le verrait pas. Ils nous amènent des solutions à des problèmes, des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Puis, je pense que plus on en fait, plus ça aide, je pense, à non seulement souder le groupe, mais aussi vraiment, j'y crois vraiment très fortement à améliorer la qualité des soins. Non, je suis bien convaincue. J'essaie juste de penser que nous, médecine familiale, c'est quoi mon département? Tu sais, comme j'ai pas de gestionnaire, j'ai pas, tu sais, comme nous, c'est comme 124 lits, là, tu sais. Alors, oui. Je comprends pour l'urgence, c'est structuré, je comprends CFN, c'est structuré, je comprends soins critiques, mais quelque chose qui est vaste. Alors, c'est juste un côté de pratico-pratique, là. Mais vous pourriez prendre une personne, par exemple, ou une personne, si vous ne voulez pas faire de comité de qualité des soins, une personne qui est intéressée à organiser les mortalités, morbidités. Puis, vous pouvez avoir un mécanisme qui est mis en place où chaque cas, par exemple, si pour vous, vous dites, ben moi, j'aimerais ça revoir les cas où il y a une réadmission après 24 ou 48 heures, puis me baser là-dessus pour les prochains cas. Donc, il y a des mécanismes qui peuvent être identifiés pour flaguer, là, si on veut, certains cas. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions par les gens qui sont là? S'il n'y en a pas, écoutez, je vais vous dire un gros merci. J'ai aimé le cas, ça m'a enlevé les bébites dans le ventre, là, parce que j'ai trouvé que c'était pas nécessairement... Parce que nous, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de très négatif. Vous avez pris un bel exemple que ce n'était pas nécessairement négatif, mais ça pourrait être mieux. Alors, je pense que c'est ça qui est important, qu'il faut qu'on réalise. Alors, merci beaucoup à vous deux d'être venus. J'en profite pour vous demander de remplir l'évaluation qui est dans le chat. Et la prochaine session des matinées du savoir sera le 21 juin à 8 h. C'est l'effet de la COVID sur nos enfants.